Alors, ce gradient de tension de surface produit par une différence de température peut être produit très localement. Et je cite ici un article, vous voyez, qui a été publié tout récemment, et dans lequel des chercheurs ont réussi à diriger des particules donc micrométriques. Donc on a ici un schéma. Alors la particule, elle est de l'ordre de quelques micromètres, et elle est située à une interface huile-eau. Donc elle est localisée à cette interface-là. Et la, 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 la microparticule, la bille, est ce qu'on appelle une bille Janus. C'est-à-dire que vous voyez ici sur ce schéma, on a une surface qui est dorée. C'est parce que sur cette surface, sur cette particule de silice, on a déposé une surface en or. De sorte que la particule est, comment on va dire, sur chaque hémisphère, présente une chimie différente. Okay. Donc ça, ces particules, elles se localisent pour des raisons énergétiques à la surface. Et l'aspect, on va dire, ambivalent, bifonctionnel de la particule est mise à profit de la façon suivante. C'est-à-dire que les auteurs de ce travail ont irradié la particule avec un laser. Et il se trouve qu'en irradiant la particule avec un laser, on produit un échauffement localement de la particule, mais que du côté qui est recouvert d'or. Et ainsi, on produit un gradient thermique entre l'avant et l'arrière de la particule. Si on a un gradient thermique, on a un gradient de tension de surface et donc, a priori, un effet Marangoni. Et c'est comme cela que les auteurs ont déplacé, en tout cas ont expliqué le déplacement qu'ils observaient, à savoir que derrière la particule, on avait finalement on va dire un liquide qui était chaud, okay, et à l'avant, un liquide qui était plus froid. Okay. Liquide chaud, ça veut dire tension de surface plus faible, donc un flux de liquide de l'arrière vers l'avant, et en tout cas un effet hydrodynamique tel que la particule se dirigeait vers les tensions de surface les plus élevées. Donc ça, c'est l'explication qui a été donnée. En tout cas, l'origine, c'est bien une différence de température entre l'arrière et l'avant, on va dire. En tout cas, le côté doré et le côté silice de la particule. Et dans ce travail-là, les chercheurs ont réussi à produire des déplacements finalement assez rapides par rapport à la taille de la particule, puisque les particules se déplaçaient à plusieurs centimètres par seconde. Et ça, peut-être que ça vous intéressera plus, parce que bon, vous êtes quand même, en tout cas, vous allez être concerné certainement par des phénomènes de séchage, de films minces, etc. On peut produire un gradient de température, donc un gradient de tension de surface dans un film mince qui s'évapore. Alors, bon, le film mince, on peut le schématiser comme cela. L'évaporation se produit en surface, et vous savez que l'évaporation, a priori, elle produit une diminution de la température de la surface. Donc, si on a juste un film qui s'évapore, on a a priori ici un gradient de température, donc un gradient de tension de surface, avec quelque chose plus frais en haut, plus froid en haut, donc une tension de surface qui augmente, donc un mouvement du liquide du bas vers le haut a priori. Cet effet Marangoni là dans des films qui s'évaporent peuvent être également produits tout simplement en chauffant. Si on chauffe sur une plaque ici, on peut produire une différence de température. Alors, et donc un gradient de surface et donc
un flux hydrodynamique par gradient de tension de surface. Mais bon, la chose est un peu plus complexe puisque lorsque l'on chauffe en bas, on a également a priori une variation de densité. Ok. Et donc le liquide le plus chaud étant moins dense, il va également donc se déplacer vers les zones, enfin il va remonter si vous voulez. Et c'est pourquoi cet effet Marangoni que j'ai discuté au début est finalement couplé souvent à l'effet Bénard, donc par rapport à la densité. Et pour illustrer ce phénomène, je vais vous passer un film. Voilà, alors dans ce film, on a, c'est de l'huile, hein. Je crois que c'est de l'huile silicone, du PDMS, polydimethylsiloxane. Donc a priori d'évaporation dans laquelle on a rajouté des particules qui permettent de visualiser les flux, donc ces particules noires, enfin des oxydes de fer, je crois, dans cette manip. Et vous voyez, alors c'est assez lent, hein, mais là, tout en parlant, le film se déroule. Vous voyez qu'il apparaît des sortes de cellules comme ça, ok, avec d'ailleurs une géométrie assez semblable. Et ça, ce sont précisément ces cellules-là de Bénard-Marangoni, donc qui correspondent à une circulation du liquide, donc du bas vers le haut et du haut vers le bas, de sorte à créer finalement ce qu'on appelle des cellules. Et c'est cela qui est visualisé dans cette coupelle-là. Donc elle est filmée d'en haut et on chauffe l'huile de PDMS en bas. Donc vous voyez, on a ces cellules qui ont des formes finalement quand même assez régulières. Et il y a toute une science hein, là-dessus sur la taille du récipient, sur l'épaisseur du film, le gradient de température qui conduit chaque fois à des tailles de cellules qui sont propres à ces paramètres expérimentaux, hein. C'est toute une science là. C'est l'observation et la discussion de ces cellules de Bénard. On appelle ça des cellules de Bénard. Je ne sais même pas si le film est fini là, je pense que. Mais en tout cas, on voit le principe, vous voyez, des choses assez régulières. On atteint un régime finalement qui est stable, hein, un régime stationnaire, mais avec un régime de turbulence stationnaire, avec un liquide qui est finalement en mouvement hein, dans ces cellules. Voilà, ça doit être bon. Et l'idée maintenant, ce que je voulais faire, c'était de vous raconter à quel point des effets Marangoni pouvaient intervenir dans des problèmes de couches minces ou d'élaboration de couches minces, de revêtement d'une façon générale. Alors, ces revêtements-là, ils peuvent par exemple être réalisés à partir de solutions colloïdales, hein, séchage de colloïdes, et on pense dans ce cas-là au latex. Alors les latex, la définition des latex, enfin je pense que vous le savez hein, quand même, parce que des choses auxquelles vous allez être peut-être confrontés, ça peut être des peintures, hein, vous l'avez déjà utilisé vous-même, hein, l'étalement de latex, donc ce sont des particules de polymère qui sont dispersées, plus souvent c'est dans l'eau, quoi. Ok. Les particules, elles peuvent faire voilà, quelques dizaines de nanomètres jusqu'à quelques centaines de nanomètres. On a un schéma encore ici. Et l'idée, c'est que lors du séchage, on a donc élimination du solvant, rapprochement des particules. Alors à partir de cet endroit-là, les particules peuvent rester dissociées comme ici, hein, garder leur forme sphérique, de sorte à produire des systèmes qui sont poreux, voire même des poudres, hein, puisque dans ce cas-là, on a peu de cohésion. Ou alors, on a des latex qui sont dits filmogènes, où on a déformation des particules. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on a dessiné là des hexagones. Les particules se déforment. On a diffusion des chaînes entre particules. Et finalement,
formation d'un film de polymère. Alors ces latex-là, j'ai repris une présentation d'un collègue chez Dow. C'est une présentation qu'on trouve sur le net, hein, mais je cite quand même son auteur, où j'avais quelques rappels sur le principe de ces latex, et ici notamment une répartition de l'utilisation des latex dans différentes applications industrielles, alors surtout dans le papier, dans les peintures, etc. Bon, dans les moquettes aussi, donc tout ce qui est revêtement finalement, quoi. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est l'organisation finalement des particules dans le film final dépend des conditions de séchage. On voit ici sur ces images-là, donc c'est des images de microscope électronique à balayage, certainement, qui sont produites sur des films qui ont été des films en cours de séchage qui ont été figés. Et on voit ici sur ces deux figures-là des films. Alors là, c'est en cours de séchage, avec ici quasiment la fin, et ici également un film en cours de séchage, mais avec des vitesses de séchage qui sont différentes. En l'occurrence, on a ici, dans ce cas-là, ici, des vitesses de séchage qui sont telles que les particules s'accumulent en surface. C'est-à-dire qu'on a une convection telle que les particules sont entraînées vers la surface, alors que lorsque la vitesse est plus faible, on a un effet de sédimentation qui fait que les particules sont réparties de façon plus homogène dans la surface. On a dans ces phénomènes-là une balance finalement entre le phénomène de sédimentation et des convections. Alors ça, cette chose-là, elles peuvent être évaluées par le nombre de Peclet qui compare les deux phénomènes donc de sédimentation et de convection. On voit qu'ils sont là dépendant donc de l'épaisseur, que ce nombre est dépendant de l'épaisseur du film, de la vitesse de séchage et du coefficient de diffusion de la particule. Et donc là, vous voyez que pour des nombres de Peclet supérieurs à 1, on a des choses qui sont organisées, enfin qui sont hétérogènes, des films qui sont hétérogènes, et dans le cas d'un nombre de Peclet inférieur à 1, des choses qui sont homogènes. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure l'effet Marangoni il va jouer là-dedans dans cette organisation des particules. Est-ce qu'il va les entraîner à un certain endroit du film? Ça, on le sait que ça marche pour, par exemple, des tensioactifs, quoi, hein, dans les films qui sont formulés, on a des tensioactifs, et ces phénomènes de convection lors d'évaporation peuvent conduire à une répartition du tensioactif qui est différente dans le film, hein, et évidemment, des distributions différentes de tensioactifs, c'est également des propriétés éventuellement différentes, par exemple des propriétés de tension de surface différentes, des cohésions différentes également, hein. Alors pour illustrer cette chose-là, je cite ce travail-là de séchage d'une solution colloïdale qui montre l'effet Marangoni, donc des gradients de tension de surface produits par un gradient de température qui crée des flux hydrodynamiques. Alors encore une fois, je fais l'effort de repérer des articles qui sont assez récents pour vous montrer que ça, c'est des choses qui sont toujours discutées, quoi. Discutées dans la littérature, donc éventuellement pas nécessairement intégrées encore dans un processus industriel ou dans une démarche industrielle, hein. Donc voilà, des choses quand même qui sont récentes. Et dans ce cas-là, vous voyez sur ces images-là, ici, la formation donc vous voyez ces choses-là, c'est exactement des cellules de Bénard qui se forment lors de l'évaporation donc d'isopropanol d'une dispersion de particules de silice. Okay. Donc on voit clairement dans ce cas-là que il apparaît des instabilités de type Bénard-Marangoni, hein, c'est ce qu'il donne dans la légende de cette figure-là, de cet article, qui conduit finalement à des surfaces
irrégulière, hein, qui garde, si vous voulez, l'empreinte de ces cellules de Bénard-Marangoni, avec après même une fragilisation, ici on le voit sur cette image-là, une fragilisation et un décollement de film de particules de silice sec, hein, des figures qui gardent finalement l'empreinte des cellules de Bénard-Marangoni qui sont formées lors de l'évaporation de l'isopropanol. Donc pour vous dire que ça, c'est des choses qui ne sont pas anecdotiques, hein, c'est pas des cas particuliers, mais des choses qui peuvent éventuellement se produire lors du séchage d'un film dans un procédé industriel. Encore ici un exemple, mais cette fois-ci dans le cas de solutions de polymères. On avait le cas ici des solutions colloïdales. À présent, les solutions de polymères, donc simplement un polymère dispersé dans un solvant. Là, le polystyrène dans du toluène. Et encore une fois, vous avez là la formation. On le voit ici sur ces images. Donc, c'est des images de microscopie optique, hein, des cellules de Bénard-Marangoni qui se forment à la surface, en tout cas dans un film mince, lors de l'évaporation du toluène. Encore une fois ici, enfin, comme dans le film que je vous ai montré dans la vidéo précédente, on a dans ces cellules-là le flux qui peut être visualisé par traçage, hein, en suivant des particules. Donc on prend des photos de particules à différents instants et on superpose les images de sorte à visualiser le déplacement de particules visibles dans ce film-là. Et finalement, il résulte de cette évaporation-là, de ces cellules Bénard-Marangoni, également, encore une fois, une surface irrégulière, rugueuse. Donc dans ce cas-là, on ne le voit pas bien, mais là, vous avez une hauteur en Z en micromètres. Ok. Alors ici, bon, on a des millimètres. Donc ça, c'est des images qui sont obtenues par Profilo. En tout cas, Z, ici, c'est en micromètres. Ça, encore une fois, sont des millimètres. Millimètres aussi. Et vous voyez que la rugosité qui est produite en surface n'est pas négligeable, hein. On a des variations de plusieurs dizaines de microns ici, hein. Donc là, la seule chose qu'on a changé, enfin que les auteurs ont changé dans ce travail, notez ici éventuellement la date, hein, 2009, c'est des choses qui sont toujours étudiées, ont juste changé la proportion visiblement de polystyrène dans le toluène, hein. Alors ces images de profilomètre optique, enfin optique ou mécanique, hein, j'ai l'impression que c'est optique, ces images-là de rugosité de surface, juste une petite remarque, c'est qu'elles peuvent être produites par profilométrie. Donc la profilométrie, on a deux types, hein. On a une profilométrie optique. Donc dans ce cas-là, c'est un laser qui balaye la surface, qui va révéler par interférence les variations de hauteur. Ou on a une profilométrie de type mécanique avec donc là, laser dans le cas optique, ou mécanique, une profilométrie de type mécanique avec un palpeur. Un palpeur qui vient balayer la surface, avec la différence ici que dans le cas du palpeur, on a éventuellement destruction de la surface. Et ici, dans le cas de la profilométrie optique, il faut avoir des conditions de réflexion, hein, qui permettent d'imager, quoi. Si on a des artefacts optiques, on va avoir des problèmes aussi. Peut-être que vous connaissez l'AFM, la microscopie à force atomique, où là aussi finalement on a quasiment un palpeur, en tout cas c'est une pointe qui vient balayer la surface, mais bon, le plus souvent avec l'AFM, même si on a une définition nanométrique ou moins, on a quand même des surfaces balayées qui sont assez petites, quoi, hein. De l'ordre d'une centaine de microns, hein, max, je pense, pour la FM. Par contre, la résolution en Z, elle est énorme, hein. Elle est de l'ordre du nanomètre, quoi, hein.
Elle est de l'ordre du nanomètre. Donc chaque technique a ses avantages, ses inconvénients. Ici, cette profilométrie, elle est plutôt macroscopique dans le sens où la surface analysée est quand même assez grande. Et vous voyez que les objets eux-mêmes étant grands, ces profilométries type optique ou mécanique avec Palper sont plus adaptées que la FM dans ce cas-là, où on se serait retrouvé sur des toutes petites zones, hein, si on considère du 100 microns par 100 microns. Donc voilà, juste cette petite remarque par rapport aux techniques d'analyse de surface. Et pour finir ce chapitre, je vous donne encore un exemple d'une surface, donc d'un polymère, mais formé par évaporation d'un polymère dans un solvant. Encore une fois, une manip assez récente. Et là, on voit encore une fois le résultat de l'effet de cellules Bénard-Marangoni sur la rugosité de surface. Alors bon, là, on a vraisemblablement de la profilométrique, la profilométrie optique, avec là un profil, mais selon une ligne. Profilométrie optique, pourquoi? Parce que bon, on a quand même quelque chose d'assez grand. Non, on est là. On a quand même des tailles millimétriques, ici 40 mm sur 40 mm, et des variations de hauteur micrométriques. Donc vous voyez ici que quand même la hauteur varie sur voilà, quelques dizaines de microns, hein, si on suit le profil sur une ligne. Alors ça, bien sûr, ça a une conséquence. C'est une conséquence parce que quand on crée de la rugosité, on va modifier les propriétés de surface, hein. Produire une rugosité, c'est modifier, par exemple, les propriétés mécaniques, hein. Pensez simplement, à la friction, hein. Si on est amené à utiliser ces surfaces-là dans lesquelles la friction est importante, on va éventuellement avoir des problèmes. Pensez également, par exemple, aux propriétés optiques, hein. Propriétés optiques, vous savez que la brillance, hein, est directement reliée à la rugosité, hein. Aller d'une surface brillante vers une surface qui est mate, c'est éventuellement rajouter de la rugosité. D'accord? Donc tout ça, c'est des choses, en plus à ces échelles-là, hein, micrométriques, on peut, par rapport à la longueur d'onde, on peut imaginer avoir un effet clairement sur les propriétés optiques, hein. Pareil pour les propriétés mécaniques, hein. En termes de frottement, c'est quand même des distances pic à pic qui sont assez remarquables.